Bonjour et bienvenue sur Féministe Cherche Podcast Cinéma. Aujourd'hui, on va vous parler d'une deuxième comédie romantique de notre série qui s'appelle Coup de foudre à Bollywood de Gurinder Chadha. Et je vais laisser la parole à Cam pour qu'elle nous introduise un peu le thème finalement. Hello! Donc comme le disait Jude, aujourd'hui on va parler de Coup de foudre à Bollywood, qui est un film comédie romantique qui aborde la thématique de l'amour, la société indienne et la société américaine. Donc on a un parallèle qui se dresse dans le film entre le fait d'être un Indien qui a émigré dans les sociétés occidentales et les familles traditionnelles indiennes qui restent vivre là-bas sous les us et coutumes traditionnels. Donc pourquoi on a choisi d'explorer un peu un thème cinéma bollywoodien? C'est aussi parce que ce film est hyper intéressant dans le sens où il met vraiment en lumière deux manières d'aborder l'amour versus ce qu'on a habituellement dans les comédies romantiques très européennes et américaines, avec un peu toujours les mêmes scénarios qui se répètent et qui ont des petites singularités. Alors que là, on avait une adaptation d'une œuvre quand même très forte, celle de Jane Austen, et revue avec des problématiques et des sujets qui mettent en lumière les dysfonctionnements de la société indienne. De la société occidentale. Et de la société occidentale aussi. Sur le cinéma bollywoodien de manière plus générale, on n'est pas particulièrement experte dans le domaine, mais dans les recherches qu'on a pu faire et de ce qu'on a pu trouver, c'est que c'est quand même un cinéma qui se veut engagé dans la manière dont il dépeint la société. Il y a quand même souvent des satires sociales pour justement essayer de faire évoluer les mœurs. Mais ça reste quand même un cinéma qui a majoritairement vocation à dépeindre des histoires d'amour un peu impossibles, un peu dramatiques. C'est un cinéma très joyeux, qui dépeint quand même souvent aussi des scènes très fortes visuellement, avec une esthétique très léchée. D'ailleurs, c'est un cinéma qui se construit à l'image d'Hollywood, donc très qualitatif en termes d'esthétique, de production. Sachant qu'on n'est quand même pas du tout experte autour de cette table du cinéma de Bollywood, que globalement, on n'a pas regardé beaucoup de films. Moi, j'ai regardé pas beaucoup de films indiens, à part du cinéma d'auteur ou du cinéma primé à Cannes, en gros. Oui. Et donc, je pense qu'on est tout à fait le public type de ce film de 2004. Enfin, je pense qu'on était typiquement le public qui était visé pour ce genre de production et pour amener un peu le Bollywood aux Occidentaux. Ouais, un peu, ouais. C'est vrai. Tout à fait. Enchaîner avec la biographie de la réalisatrice Gurinder Chadha. Alors, elle est réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma britannique d'origine indienne. Elle est née en 1960 à Nairobi, au Kenya, qui était encore une colonie britannique à l'époque. Et en fait, quand j'ai commencé à chercher son histoire, j'ai trouvé ça intéressant de le mettre en avant parce que son histoire familiale montre vraiment un peu pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession, on va dire, de concilier sa vie en Grande-Bretagne et ses origines indiennes, étant donné que je sais pas si dans l'entièreté de sa filmographie, c'est les thèmes qui traversent, mais j'ai l'impression que c'est très marquant. Ok, c'est très très marquant du coup. J'ai trouvé une interview d'elle dans le LA Times où elle parle notamment en fait de la déchirure pour sa famille qui a représenté la partition de l'Inde en 1947, entre ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Inde d'un côté et le Pakistan et le Bangladesh de l'autre, parce que en fait elle raconte comment dans cette partition sa grand-mère a dû partir en fait en exode avec plus de 14 millions d'autres Indiens, avec 5 enfants en bas âge pour trouver une nouvelle terre où habiter, et que c'est un événement qui n'est pas du tout dont on ne parle jamais quoi. Et elle en a fait un film d'ailleurs qui s'appelle le dernier vice-roi des Indes, et sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, ça peut en partie expliquer aussi, comme je le disais avant, sa volonté d'explorer les rapports entre Inde et Grande-Bretagne, avec des personnages féminins jeunes, adultes, qui sont tiraillés entre leurs origines et ce pays qui représente un ailleurs, entre grosses guillemets, où la vie serait plus facile, mais ça c'est encore à prouver. Gurinder Chadha, elle a commencé sa carrière à la BBC, et ensuite elle a réalisé et écrit plusieurs œuvres de fiction et de documentaires dont Lou va parler. Eh oui.
Bien joué pour me passer la parole. Moi, j'étais j'étais perdue dans ce que tu racontais. Ouais, donc sa filmo. Bon, bah, moi, je me suis vraiment prise au jeu et j'ai essayé de regarder un maximum de films qu'elle avait fait en un temps assez restreint. Donc, elle a vraiment connu un succès assez planétaire avec Joue-la comme Beckham en 2002. Incroyable. Film d'enfance pour ma part. Vraiment, c'est une passion. On aime beaucoup, beaucoup. Ah, j'adore. Bah voilà, moi je l'ai découvert il y a 2 jours et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc j'étais ravie de le voir. En 2004, du coup, elle réalise Coup de foudre à Bollywood. Je voudrais juste une petite mention pour le titre, Bride and Prejudice. Ouais. Enfin, parce que le livre de Jane Austen en anglais s'appelle Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés. Donc c'est un jeu de mots qui est quand même très rigolo. Il est exceptionnel. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. Elle continue dans le teen movie avec en 2008 Le journal intime de Georgia Nicholson. Puis en 2010 avec It's a Wonderful Afterlife, un film un peu plus sérieux du coup, Le dernier vice-roi des Indes en 2017 et Music of My Life en 2019. Et en cette fin d'année 2025, normalement, elle devrait sortir un film adapté de Christmas Carol. Ah oui, Christmas Carol de Dickens, qui s'appellera Christmas Karma. Voilà, donc qui mettra encore en scène des personnages indiens dans une adaptation du coup de l'œuvre de Dickens. Ah oui, je voulais juste rajouter un truc sur cette réalisatrice, c'est qu'elle vient du Pendjab, qui est au nord de l'Inde. Très très au nord, à la frontière du Pakistan. Et en fait, c'est très marqué dans la plupart de sa filmographie. Et c'est là aussi que je me suis dit que j'étais vraiment une inculte sur ce que c'était que l'Inde et à quel point c'était un très grand sous-continent avec des millions de cultures. Mais en fait, elle est très attachée à cette culture-là et c'est celle-là qu'elle met en exergue dans ses films, très majoritairement. Que ce soit dans Coup de foudre à Bollywood, où en fait ça se passe à Amritsar, ils en parlent souvent, et qui est genre... un endroit extrêmement sacré pour les Sikhs et pour toute la communauté du Pendjab. On en reparlera. Que dire d'autre ? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs axes marquants dans ces films. Donc, c'est souvent des adaptations de livres. Music of My Life, du coup, c'est l'adaptation d'une biographie d'un journaliste rock d'origine pakistanaise. Le journal intime de Georgia Nicholson, c'est aussi une adaptation d'un roman pour les adolescents. Pride and Prejudice, évidemment. Qui mettent donc, comme tu le disais en avant, des personnages principaux indiens, donc majoritairement du Pendjab. Ils sont tout le temps présents dans ces films, et même dans des films où en fait ils sont pas forcément mentionnés de base. Genre le journal intime de Georgia Nicholson, une de ses meilleures amies, elle est indienne, alors que ça n'apparaît pas forcément dans le livre. Enfin, il y a toujours, en tout cas, elle rajoute toujours un peu ce côté-là dans ses films, même quand c'est pas a priori dans les adaptations de livres, quoi. Ouais. Exactement. Et donc évidemment c'est une réflexion sur le fait d'être indo-britannique. Ces films ils prennent souvent place dans des petites villes anglaises ou dans des petites villes, je mets de très grosses guillemets, indiennes, parce qu'on parle pas vraiment de la même. Les proportions sont pas pareilles. Les proportions sont pas les mêmes. Et évidemment donc il y a une mise en avant de la manière de vivre des personnes indiennes, de leurs coutumes, de leur langue, et ce sont souvent des teen movies qui sont en fait très joyeux et qui sont vraiment marqués par une envie de filmer la jeunesse, mais qui questionnent, comme tu le disais, en fait, le rapport à la famille, l'émancipation des jeunes filles et surtout l'émancipation des carcans familiaux, notamment dans les familles indiennes. Et en fait, dans tous les films que moi j'ai vus, c'est tout le temps une réflexion sur comment on peut évoluer en faisant converger à la fois nos traditions familiales, tout en s'en émancipant et en s'accrochant à des codes plus occidentaux et en les absorbant, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et le dernier truc que je voudrais dire, c'est petit coup de gueule. Attention, parce qu'en fait, elle est inconnue. Genre vraiment cette fille, elle est inconnue. Moi, c'est vrai que moi je la connaissais que pour Joue-la comme Beckham. Mais en fait on connaît le film, on connaît l'histoire du film, mais en fait on s'intéresse jamais à qui a réalisé exactement. Ce film. Et en fait du coup coup de gueule sur le fait que je trouve que ça se rapproche d'un cinéma de par exemple Chris Columbus en mode Maman j'ai raté l'avion. Tu vois tous ces films là un peu de cette vague 90-2000 ou même des films de John Hughes comme Breakfast Club. Enfin ça s'inscrit clairement dans une réflexion sur les teen movies et ce sont des réalisateurs qui sont extrêmement connus, qui ont été récompensée à de multiples reprises. Elle, personne ne sait qui elle est. Enfin, elle a jamais été récompensée pour ses œuvres. Bon, déjà c'est une femme et en plus elle est issue d'une minorité, donc si tout s'explique. Le combo gagnant. Le combo gagnant. Sachant que ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est la première femme britannique d'origine asiatique à avoir réalisé un long métrage. Ah ouais. En 1993. C'est énorme ça. Avec Baji on the Beach, qui est donc le premier son premier film. Son premier film, ouais.
C'est choquant, hein. Ouais. 1993. Vous voyez pas nos têtes actuellement, mais on est choqués. Alors, on a un petit peu introduit l'univers de la réalisatrice. On a rapidement mentionné le fait que c'était une adaptation modernisée de l'œuvre de Jane Austen. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Orgueil et Préjugés, vous allez retrouver des personnages comme Mr. Darcy. Tous les personnages. Tous les personnages, en fait, vous les retrouvez tous dedans, les Bennet. Ma passion, cette famille. Je les adore. Mais en fait, ce film s'inscrit dans un contexte 21e siècle de l'Inde moderne. Et on va remplacer les sujets comme la lutte des classes qui apparaît dans l'œuvre originale par cette fois un choc des cultures entre l'Inde traditionnelle et du coup cette espèce d'Europe occidentale avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ça va créer des situations assez cocasses entre chacun des personnages, puisqu'il va y avoir des malentendus, il va y avoir du déni de classe, du mépris. Et donc, on arrive dans une histoire où on a, à l'image de l'œuvre originale, donc une famille, un couple de parents qui est prêt à tout prix à marier leurs 4 filles, avec une mère très 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 investie à l'idée de se débarrasser de ses 4 filles. On peut, je pense, le dire comme ça parce qu'elle fait du forcing. Non, franchement, mais alors j'ai toujours voulu défendre la mère Bennett, mais on pourra en parler plus tard de pourquoi elle fait ça et tout, mais c'est vrai que c'est hardcore. Je pense qu'on peut comprendre pourquoi elle fait ça, mais la vérité c'est que waouh, elle est prête à brader ses filles, quoi. Oui. C'est pas Monsieur forcément... Collie, quoi. Voilà, exactement. Et donc, on a 4 filles qui sont intelligentes, bien éduquées, super jolies, on peut se dire, émancipées. Le cast est quand même fou. J'ai regardé, du coup, Lalita, la personnage principale, a été Miss Monde. Ouais, mais oui, voilà. En même temps, tu la vois, t'es en mode oui. C'est clair. Je comprends. Et à côté, on peut dire que Monsieur Darcy fait quand même très belle figure, hein, cette espèce de bellâtre là. Personne n'y croit. Très honnêtement, moi, il m'a fait penser à un haricot blanc. Une endive. Vraiment, endive, haricot blanc, même combat. Il nous inspire des légumes blancs et un peu fade, voilà. C'est parti en aparté, mais du coup, l'histoire, ça reste une histoire d'amour qui suit en fait, l'ami de Mr. Darcy qui vient, qui est lui-même un Indien qui a émigré à Londres, qui a fait une petite fortune, qui vit selon les codes et selon la société occidentale londonienne, mais qui veut à tout prix se caser avec une petite indienne traditionnelle qui sera une bonne mère de famille et qui rendra surtout ses parents très fiers. Il rencontre l'une des filles de la famille Jaya lors d'un mariage auquel il est convié, et là il tombe éperdument sous le charme de l'une des 4 filles, et normalement on se dit que l'histoire va suivre leur histoire d'amour, puisque voilà, tout semble fonctionner à merveille. Lui qui cherche une fille plutôt traditionnelle avec laquelle se marier pour faire perdurer, je pense, les coutumes et les traditions familiales, et se reconnecter à cette partie de lui-même qui a peut-être un petit peu été effacée lors de son immigration. Et à la fois elle qui a la pression sociale de sa mère de trouver un bon parti. Alors sa mère qui... Mais elle aussi, elle a un coup de foudre pour lui. Non, elle aussi, elle a un coup de foudre pour lui, elle l'aime beaucoup, mais du coup, elle répondrait à la fois à son envie de trouver le vrai amour, parce qu'on est quand même dans un concept de mariage arrangé. Donc elle arrive à trouver son parfait équilibre. Oui, donc, plus l'amour, le parti, plus le bon parti. Que toutes les mères s'arrachent parce que c'est un riche indien émigré en Angleterre, quoi. Exactement, donc on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, mais si vous avez suivi l'œuvre originale, vous savez que le cœur de l'histoire n'est pas celui-ci. L'ami de Belrage, donc Mr. Darcy, qui l'accompagne lors de son voyage et de son mariage, qui est tombe extrêmement à l'aise pendant... qui est habillé en blanc lors du mariage. Non, qui est un blanc, qui est un londonien, quoi. Ouais. Donc l'ami de Balraj qui s'appelle Monsieur Darcy et qui l'accompagne lors de son voyage et du mariage auquel Balraj est convié. Lui, c'est un mec blanc, c'est un anglais ou un américain. Ouais, voilà, c'est un américain. Ouais. Et dès les premières scènes et dès les premiers dialogues qu'il a avec son ami, on se rend bien compte qu'il n'est pas du tout à l'aise, que très c'est américain. Pas sa tasse de thé. Voilà. C'est un gros crétin, même chose, on peut dire. Enfin, haricot blanc. Qu'il est très dédaigneux de la société et il ne pense qu'à une seule chose, c'est à s'extirper de ce mariage dont il a l'air de subir le fait d'y être pour retourner travailler. Et en fait, on le sent vraiment pas à l'aise. Il est là en train de critiquer les danses, le bruit, il comprend pas les us et coutumes. And you, stop being such a coconut. This is our dear, dear motherland. Enjoy it.
The only thing India's good for is losing weight. Are you sure this is safe to eat? I don't want to be getting deli belly on my first day. Et finalement, il croise le regard d'une des sœurs, La deuxième, donc qui s'appelle Lalita, qui slash Elizabeth Bennet. Exactement. Et là, il comprend pas, mais il est attiré par elle. Mais comme le disaient très bien les filles tout à l'heure, il faut comprendre qu'elle est quand même extrêmement belle, donc on comprend pourquoi il est attiré par elle. Mais au-delà d'être belle, elle va révéler des traits de caractère beaucoup plus intéressants dans le film, puisque voilà, c'est une figure très indépendante, très féministe, très émancipée en fait de sa famille, et c'est la seule qui a d'ailleurs le soutien de son père sur ces sujets-là, puisque sa mère, elle, est très à l'opposé de ça. Sa mère est très traditionnelle. Il y a un moment où les protagonistes principaux masculins viennent pour rencontrer les filles, et elle leur dit d'ailleurs ne parlez pas trop, ne dites pas des choses trop intelligentes, soyez gentils et soyez jolis, quoi. Vraiment le discours classique qu'on entend quand on est une femme. Et voilà. Et donc toute la première partie de ce film se situe en Inde. Ouais. Et ensuite, la deuxième partie se situe en Angleterre, puis aux États-Unis. On suit la famille qui va en fait du coup voyager pour assister au mariage d'une des amies de Lalita qui se marie au cousin de la famille. Mais comme dans l'œuvre originelle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et donc, à partir de là, on a une Lalita qui, elle, au début, était qui défendait vachement la culture indienne traditionnelle et qui exprimait un certain dédain à la culture occidentale et qui faisait carrément un rejet de cette culture-là. Donc, un peu à l'antipode de Darcy. Ouais, après, pour moi, elle fait pas un rejet de la culture occidentale, elle fait plus un rejet de l'envahissement que cette culture a envers la sienne. Complètement. Ouais. Oui, elle est très... si on transpose ça sur un langage... elle est très anticoloniale, en fait, quand tu réfléchis à sa manière de présenter et de voir les choses. Et finalement, elle arrive sur place, elle est très sur la défensive, mais voilà, son histoire d'amour avec Monsieur Darcy va continuer, ils vont apprendre à se connaître, à se découvrir, des belles maisons. Non, mais c'est vraiment que il va lui présenter une facette de lui qui est beaucoup plus sensible, qui n'est pas juste ce businessman un peu richissime qui a fait fortune. La scène de l'avion est top. Ah non, faudra qu'on en parle. J'adore la scène de l'avion. Parce qu'en gros, dans la scène de l'avion, Monsieur Darcy offre son siège à la mère de Lalita et des autres filles en première classe, et lui vient se poser en classe éco avec les autres filles de la famille, puisque c'est un gentleman à côté de Lalita pour passer 12 heures avec elle dans l'avion. Mais oui, mais du coup, c'est pas un gentleman, il fait ça de manière plus on en parlera après. Bon, pardon, ok. Ah oui, moi c'est ça que je kiffe, c'est trop drôle en vrai, puis il l'assume, c'est chouette, tu vois. Lalita tombe sous le charme de Monsieur Darcy. Péripétie. C'est très long. C'est très long. Mais non, mais c'est à nouveau comme dans l'œuvre originelle, où en gros, elle découvre que Monsieur Darcy a empêché le mariage entre, du coup, là dans le film, Balraj et sa sœur. Et du coup, elle est en mode, en fait, il est méchant. Donc elle lui dit, finalement, je ne t'aime pas. Oui. Et lui, il va la voir en disant, mais si, on s'aime. Et elle dit, ok, en fait. Et voilà. Fin d'histoire. Sur des Gros éléphants. mariage. Sur des éléphants. Avec un Darcy qui joue du tambour. Oui. J'étais en fou rire, personnellement. Donc bon, à la fin, ils se marient, ils vécurent heureux, on sait pas s'ils eurent des enfants. Je pense que oui. Ils se marient en même temps que la sœur aînée, du coup, Jaya et Balraj. Ouais. Et c'est sur ça que se termine le film. Mm-hmm. Et on peut quand même dire que l'axe principal du film, comme dans le livre de Jane Austen, c'est que Lalita, elle doit faire le choix entre 3 prétendants. En fait, elle a le prétendant choisi par sa famille, Monsieur Colley, qui est son cousin et qui représente le pire, en fait, puisque c'est à la fois le matérialisme occidental et une forme de machisme indien qui cherche une femme simple et traditionnelle. Donc, lui, il représente le pire des deux mondes. Ensuite, il y a Monsieur Darcy qui, lui, représente du coup vraiment l'impérialisme américain, mais qui va s'ouvrir, en fait, parce qu'il est sensible, mais qui n'est pas le choix de sa famille, parce que clairement, sa famille veut qu'elle se marie avec un Indien et surtout pas avec un Blanc. Et le troisième choix, du coup, c'est
John Wickham. Mais lui, de base, il est avec la petite sœur, il est pas... Oui, mais ça, c'est Elisabeth. après. Oui, mais non, mais même dans l'œuvre originale. Oui, je sais, mais au début, c'est un peu sur lui qu'elle est. Oui, dans le film, parce qu'il représente un anti-Darcy, en fait, mais comme dans l'œuvre originale. Voilà. Et comme dans donc, Bridget Jones également, si on peut faire une petite... Et qui donc représente un espèce d'homme blanc, mais ouvert sur le monde. Qui, Vraiment, penser Bali pieds nus, globalement, c'est un peu ça. C'est ça la super vibe. bien résumé, genre... Ah ouais, et il joue de la guitare sèche aussi. Pour moi, c'est... sur la plage à Sur Goa. la plage à Goa. Donc voilà, et donc c'est comment elle va évoluer au milieu aussi de tous ses prétendants, tout en conservant son féminisme et son anticolonialisme. L'esthétique. Allez, pour moi, l'esthétique, quand je ferme les yeux et que je pense à ce film, premier mot couleur, évidemment, parce que c'est un film qui reprend les codes de Bollywood, donc du coup, c'est extrêmement coloré. Donc, ambiance très festive. Aussi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais très, très années 2000. Genre, il y a la fête sur la plage, où moi, j'ai l'impression d'être dans un clip de Christina Aguilera. Ouais. Où, je sais pas, ça avait une espèce de mélange comme ça, un peu étrange et en même temps très familier, qui, voilà. Qui te ramène en enfance, hein, Qui finalement. me ramène en enfance un petit peu, tout à fait. Et sinon, aussi, troisième truc sur l'esthétique, c'est le contraste entre les moments en Inde et les moments, du coup, dans les pays occidentaux, donc savoir États-Unis et Grande-Bretagne. T'as vraiment couleur gris, je pense, en termes de comparaison. Et aussi, juste, encore une fois, sur la tension entre l'Inde et la Grande-Bretagne, le côté très libre, très où il y a plein de gens dans la rue, où ça chante les mêmes... Je sais pas s'il y a des scènes de comédie musicale, par exemple, en Grande-Bretagne. Il me semble pas, pour le coup. Non, il y a des scènes où elle chante. Ouais, mais pas avec... Aux États-Unis. Tu sais, à la fontaine et tout, là. Ah oui, mais ils sont deux. Enfin, il n'y a pas cet aspect de... Oui, c'est pas chant choral, danse et tout. Ouais. Et du coup, Grande-Bretagne, US, très aseptisée pour le coup, très contenue, avec des codes du coup hyper lourds. Ah, attendez, il n'y a pas un moment de chant là, quand ils sont en train de tomber amoureux et ils vont sur la plage et la chorale, c'est ça? Si, ouais. Ah oui, il y a la chorale. Ouais. Alors, le voilà. gospel et tout. Moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que les trois espaces sont très définis. Ah ouais. Mais justement, c'est ça que j'ai trouvé hyper drôle parce que ça montrait à quel point tout était du second degré. Parce que donc, elle arrive en Inde et elle te donne à voir tout ce que les Occidentaux vont imaginer du film Bollywood. Donc ça va être des couleurs hyper saturées, la danse, le chant, des chorégraphies improvisées où il y a 15 personnes qui sont ensemble. Les titres à paillettes, genre le titre il s'affiche en paillettes, moi j'étais en mode les années 2000, je vous adore vraiment. Et en même temps j'ai trouvé ça hyper drôle parce qu'ensuite elle arrive à Londres et donc elle montre la city, tout est rock, on voit le London Eyes. Ensuite, elle arrive aux États-Unis, à Los Angeles, et là, on voit Malibu, on voit la chorale de gospel. Non, mais moi, j'étais en fou rire de la chorale de gospel. Là, avec les surfeurs et les maîtres nageurs sauveteurs. De Malibu qui arrive en maillot de bain rouge, mais moi ça m'a fait hurler de rire. Et donc du coup ce que j'ai trouvé assez intéressant dans cette esthétique là, c'est qu'elle te dit toujours en fait je vais te donner exactement ce que t'attends, mais je vais te donner exactement ce que t'attends pour l'Inde comme pour les États-Unis comme pour Londres. Et donc tout de suite je trouve qu'elle débunk ce truc de dire en fait je vais pas faire un truc réaliste, ça va juste être du millième degré sur ce que vous imaginez qu'est la culture, et c'est ça que je vais vous montrer à voir. Je suis méga d'accord. Je trouve qu'elle a vraiment fait cet exercice de nous confronter à nos clichés. C'est pour ça que tu peux pas prendre le film au premier degré, et que je pense que si tu le prends au premier degré, t'es vachement déçu. Et parce que c'est pas fait pour être pris au premier degré. Et même je trouve que il y a l'esthétique des paysages que vous avez décrits et ce qu'on peut voir, mais il y a aussi sur les tenues vestimentaires aussi. Il y a un moment où quand même quand la deuxième partie du film, elle s'habille de manière plus traditionnelle, donc on les voit porter genre des jeans, on les voit porter des tenues un peu style t-shirt, la petite sœur qui s'enfuit avec Wickham qui est un peu plus en mode teenage UK, tu vois les teenage rebelles qui avec des crop tops, maquillage un peu sur les yeux, les tailles basses, très Britney, voilà exactement, très en fait comme si elle avait grandi finalement non pas en Inde mais dans les mêmes sociétés occidentales, et à la fois quand les personnages viennent en Inde, c'est pas les mêmes tenues, donc elle respecte vraiment les espaces. Et à la fois il y a un peu ce truc de
elle montre que les personnes sont malléables en fait. Puisque les deux histoires transvases, en fait, les tenues vestimentaires permettent aussi d'entremêler les deux cultures et les deux mondes. Et ça, je trouve ça pas mal quand on regarde un peu le détail. C'est jamais trop voyant en fait. C'est vraiment très, très délicat. Par touche, ouais. Et elle maîtrise assez bien ce détail, je trouve. Mais je suis d'accord avec toi, sauf sur un seul aspect qui, pour moi, est vraiment problématique dans le film, c'est la langue. Ouais. Mais première chose, c'est... En fait... le film, quasiment constamment, il est en anglais. Donc, 100%. certes, il y a la scène de la danse et de la musique au mariage qui est en Punjabi. Oui, mais c'est la chanson. Oui, c'est la chanson. En fait, moi, c'est vrai que le fait qu'ils parlent en anglais entre eux en famille, c'était quelque chose qui me... Je suis d'accord. Ça lui a été critiqué, hein, ça fait une partie des critiques du film, c'est qu'effectivement... il était trop hollywoodien et pas assez bollywoodien, et que dans cette espèce de mélange des deux, elle l'a peut-être pas fait de manière assez équilibrée, notamment parce que la langue... c'est tellement irréaliste. Et aussi, moi de base, je pensais que c'était justifié par le fait de la présence de Mr. Darcy, et du coup qu'il fasse l'effort de parler en anglais devant lui pour l'intégrer. Mais le problème, c'est qu'il est vraiment là, je pense qu'on le voit pendant un tiers du film, du coup, il n'y a aucune raison qu'il continue à parler en anglais, et non. c'est vrai que ça ne fait pas sens. Mais je me suis demandé si c'était pas aussi juste un truc de film des années 2000 et que c'était une demande peut-être des studios qui, pour vendre le film, avaient besoin qu'il soit en anglais. Pour moi, ça va avec cette idée de quand on va dans le cinéma américain, les films ils sont jamais sous-titrés, ils sont toujours en anglais. Et même encore aujourd'hui, moi, c'est des trucs qui me tendent. Genre dans les films de Ridley Scott qui se passent même en Italie, dans des cultures qui sont même pas dominées colonialement, tu vois. Et que genre les films ils sont en anglais avec un pseudo-accent italien, en fait ça me tend. Vraiment, c'est juste encore une fois l'impérialisme américain qui est là en mode genre on va imposer notre langue partout. Et ça, c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai été déçue qu'elle ne fasse pas l'effort de pousser sa réflexion jusqu'à intégrer sa langue. Mais je suis d'accord, je pense que c'est une demande de la prod. J'imagine pas le truc inverse. Je vois pas comment le film aurait connu ce même succès s'il y avait vraiment eu toute une partie du film qui était sous-titrée. Je me suis demandé, moi, si j'avais des exemples justement de films un peu bilingues comme ça, et en fait dans les années 2000, genre... Non, je pense que c'est méga rare en vrai. Et pour moi, le seul... Même encore aujourd'hui, le seul qui m'a vraiment marqué, c'est Call Me By Your Name, où j'ai été trop contente du fait que ce soit en français, en italien, en anglais, et que ça mêle plusieurs langues, et je trouve que c'est un truc que de manière générale on voit pas du tout assez au cinéma. Surtout de la part du cinéma américain. Même si après, c'est vrai que Call Me By Your Name, c'est quand même une niche de bourgeoisie où du coup ils parlent tous plein de langues. Bien sûr, mais je veux dire, il y a plein de films qui sont sur des niches bourgeoises, tu vois... Ils parlent tous anglais quand même. Non mais tu vois, si on prend le film sur Gucci, là encore une fois de Ridley Scott, c'est des ultra bourgeois. Tu as une dent contre Ridley Scott? Je le déteste. Je le déteste. Et notamment pour cette question-là, parce que genre, je trouve que c'est un mec qui fait pas du tout l'effort d'intégrer les langues, et vraiment, faire jouer Lady Gaga, c'est une parenthèse, mais faire jouer Lady Gaga avec un accent italien, alors qu'elle est d'origine italienne, qu'elle a même pas un accent italien dans la vraie vie, et que genre tout ça pour montrer que Crary ça se passe en Italie, vraiment ça me tend. Vraiment très fort. Mais pour revenir sur la caricature des cultures, moi je trouve qu'il y a un moment qui est un peu l'épiphanie de ça, c'est quand elle est aux États-Unis et qu'elle se retrouve dans le restaurant mexicain avec les mariachis. Faut qu'on en parle. Mais en fait justement, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un point d'honneur pour expliquer aux spectateurs que c'était vraiment du millième degré, et que genre si t'étais pas capable de comprendre que là on était dans la pure caricature de ce que représentait à travers les yeux des Américains la culture mexicaine, c'est que vraiment t'avais pas compris que ce film c'était du millième degré. Come on. I really like this place. It's not at all where I expected you'd take me. You see? I told you misjudged me. Et aussi le truc de Mr. Darcy qui veut se montrer cool et qui du coup l'emmène pas dans un resto un peu guindé, et il se dit c'est trop bien en fait de l'emmener terre à terre. Je vais l'emmener bouffer des tacos avec des mariachis derrière qui jouent,
Et il est en mode ouais, c'est un trop bel endroit et tout. Accessoirement, tu lui fais découvrir la culture mexicaine. En plus, tu pensais pas. Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, j'ai été super surprise de ce moment. Oui. Quand c'est arrivé, parce que le premier contact qu'on a avec ce restaurant, c'est vraiment un plan sur les mariachis, il me semble. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Enfin, c'est quoi ça? Pourquoi? Et après, tu vois Mr. Darcy tout content et tout, avec sa coupe-cheveux de riche, qui bouffe son taco. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, même si on pousse le truc encore plus loin, c'est de voir à quel point Lalita, elle est capable, dans son propre environnement, de combattre l'impérialisme américain et de combattre l'impérialisme anglais vis-à-vis de ce qu'elle ressent en Inde, mais qu'elle n'est pas forcément capable de le comprendre vis-à-vis d'une autre culture dominée, donc les Mexicains, genre par les États-Unis, en l'occurrence avec ce truc mariachi Tex-Mex, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, même en termes de réflexion, de genre, qu'est-ce que t'es capable d'imbriquer dans ta logique anticolonialiste et à quel point t'es capable de la mondialiser, quoi. Convergence des luttes. Exactement. C'est la lutte finale. Et sur l'esthétique, moi, il y a un truc qui m'a fait quand même rigoler et qui aussi montre à quel point elle a voulu s'enfoncer dans tous les clichés qu'on peut avoir de la culture Bollywood, mais c'est les plans hyper esthétisés. Et notamment à partir du moment de la quête de l'amour, quand elle a découvert l'amour, etc. Et qu'elle est donc vraiment, même alors la plage à Goa, donc où elle se baigne avec John Wickham entre les vagues, C'était sur un coucher de soleil flamboyant. la scène de concert qui dure 4 minutes 50 là. Le clip alors de ça, Christina Aguilera. Alors ça, j'ai vu que en fait c'était vraiment une référence au film de Bollywood, où en fait dans de nombreux films de Bollywood il y a un peu une star de qui est prise de drogue. non mais t'as une star qui est mise en exergue comme ça pendant 4 minutes. Genre ça a rien à faire dans l'histoire, mais c'est juste pour les téléspectateurs en mode kiffer. Et du coup apparemment c'est assez régulier, et ça c'était vraiment une référence au cinéma Tu bollywoodien. vois, ça, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est un temps long. Ouais. Et tu vois très peu les personnages, et ce que tu vois des personnages, c'est pas forcément intéressant. Mais ils s'embrassent pas, il se passe pas un truc. Oui, de genre ouf. pas Personne s'embrasse dans ce film. Ça, c'est Non, un mais autre ça, c'est point un aussi, point aussi ouais. pour respecter la culture traditionnelle, de genre même le bisou à la fin du mariage quand il leur dit c'est sur la tête. C'est sur la tête ou les mains, je sais plus. Ah, C'est sur les mains. En tout cas, il y a un moment Et de ils se font un coucher de câlin. soleil. Il fait un câlin, ouais. Oui, alors ça c'est le câlin entre Darcy et Lalita. Et puis c'est ce plan qui est magnifique, hein, terriblement kitsch, mais genre vraiment t'as le coucher de soleil orange saturé, mais tu peux pas faire plus sunset golden hour. Hein. Et là tu vois genre leurs deux ombres, elle cheveux au vent, lui sa petite effectivement sa coupe de cheveux de riche là, qui vole au vent, et effectivement il lui fait un câlin, petit bisou Il lui sur fait le un bisou front. sur le front. Non mais moi j'étais en mode Mais tu peux comprendre qu'il y a que potentiellement... et le plan de la fontaine aussi. Il court Moi, j'ai kiffé le plan de la fontaine. Il court au milieu des jets d'eau de la fontaine, Bah au ralenti. Ça, Mais moi ça m'a fait hurler de rire. Non mais le plan où elle s'imagine marier John Wickham. Ah, je m'en souviens plus. Mais tu sais pas, quand tu la vois, la chanson c'est il la prend en mode je me 9e. vois en mode femme mariée en blanc, alors que dans la culture traditionnelle indienne, je comprends que c'est pas la couleur traditionnelle du mariage. D'ailleurs, elle porte elle-même un sari full blanc au mariage de sa cousine ou de sa sœur. Et là, elle se dit, donc dans la chanson, elle est un peu en mode je me vois porter une robe de blanche et tout. Et là, on la voit rentrer dans une église très anglaise, un peu austère, courir dans les champs avec sa robe blanche en tulle là, et franchement c'est terrible cette scène. Oui, mais du coup ça montre qu'elle est aussi elle-même, en fait tu peux comprendre aussi qu'elle a lu l'œuvre de Jane Austen et qu'elle peut être marquée un peu par cette œuvre là et par ses œuvres occidentales. Ou aussi que Lalita a quand même son cerveau qui est un peu bouffé par le rêve britannique / américain. Enfin moi je trouve que ça... T'as trouvé ? Je trouve que en fait ce genre de fantasme là montre que au fond il y a quand même ce rêve qui subsiste, même si en surface elle le combat en permanence, que quand elle est face du coup à Darcy ou Wickham, elle soit elle va dans le sens de Wickham qui a l'air de tenir un discours pas très colonialiste alors que finalement ça l'est, mais bon ça c'est un autre débat, et Darcy qui lui juste est comme très bien dit Lou, un crétin fini donc du coup c'est pas très difficile de l'opposer, mais malgré tout quand tu l'écoutes dans ses rêves et justement dans ses projections mentales de ce qu'elle rêve, ça reste aussi se marier avec un blanc. Hein. Et en fait, ça m'a fait un peu penser à Pocahontas, quelque complètement. part. Et vraiment, c'est l'idée de genre, je vais m'émanciper des carcans, mais pour m'émanciper des carcans, j'ai besoin de quelqu'un qui vient de l'ailleurs, et l'ailleurs est blanc. Et du coup, je trouve que c'est là on y reviendra, mais c'est là qu'elle a du mal à concilier les deux, en mode, je suis anti-impérialiste, mais en même temps,
le changement vient de l'extérieur. Et c'est là que ça commence. Ouais, et la modernité, entre guillemets, aussi, Oui. qu'elle recherche. C'est vraiment de ce truc de elle combat le tout. C'est une figure hyper féministe, hyper active de la société, elle défend ses copines, tu vois, elle veut pas que ses sœurs se marient avec un mec qui a immigré aux États-Unis ou en Angleterre juste parce que sa mère le veut, parce que sa mère, son rêve, son fantasme, c'est que l'une de ses filles parte vivre à Los Angeles. Il y a un mec, il y a un moment qui vient, un prétendant qui vient, c'est Mr. Coley, qui dit qu'il habite dans The Valley, donc qui est pas à Hollywood, et sa mère a fait « Oh mais tu vois, il habite à Hollywood !» Et aussi, il y a une scène au tout début du film où le père dit, j'ai noté cette phrase parce qu'elle m'a tué de rire, je détesterais qu'une de mes filles parte aussi loin, donc en parlant de l'Angleterre, des États-Unis, et elle répond, mais on en a tellement, au moins l'une d'elles peut aller à l'étranger. Ouais, c'est ça, non mais elle veut tellement se débarrasser elle veut une maison de ses vies, secondaire. elle veut une maison secondaire. Et ouais, Lalita, à la base, elle est pas du tout attirée par ce côté matérialiste, ce côté, justement, white savior, un peu le sauveur blanc, quoi. Pas par l'aspect d'argent, mais par l'aspect du fantasme du mariage d'amour. Mais voilà, elle est vraiment attirée par ça, et elle sait que même si elle n'a pas un mariage arrangé, elle peut trouver son bonheur au-delà de la sphère du mariage. Pour autant, on a un protagoniste principal masculin blanc qui fait un micro effort pour montrer un soupçon d'humanité et de profondeur. Et quand je dis un soupçon de profondeur, je pèse mes mots. Le mec, vraiment, il a rien. Et là, une meuf aussi forte que ça, un personnage aussi fort que ça, met tout de côté et se laisse emporter dans un récit avec lequel tu sens qu'elle est même pas en adéquation en vrai de vrai. Moi je trouve que si. Pour le coup, il y a le côté où, t'as son discours qu'elle verbalise énormément. This is your first Indian wedding, right? Yeah. It's been an experience. You're not enjoying it? No, I am. I just find the whole arranged marriage thing a little strange. I don't really know. Two people can get married that don't really know each other. It's a little backward, don't you think? That's such a cliche. It's different now. It's more like a global dating service. The groom looks pretty happy. Did his parents force him into it? No, he asked his parents to find him a bride, actually. He was busy running his company. He just wanted it to be simple. I see, and so he came here. Is that what you think too? That India is the place to go for simple women? Mais après, pour le coup, encore une fois, quand tu regardes ses fantasmes, et même à quel point est-ce qu'elle se fait emporter très facilement, finalement, parce que, en gros, Darcy... Enfin, moi, je trouvais que le personnage de Darcy, même si, quoique un peu caricatural, avait une évolution cohérente dans le film, c'est-à-dire que de base, gros bourrin... De complètement immature à un tout petit peu moins immature. C'est ça, mais on nous vend pas un virage à 180 total où il devient un mec parfait, hyper déconstruit, qui s'est vachement renseigné sur la culture de la personne dont il est intéressé amoureusement, etc. Juste, c'est ça, il fait un petit effort, et elle, hop, c'est bon, ça... Mais surtout, moi, je suis d'accord avec vous, et ce qui m'a marqué, c'est que donc il y a toute une chanson sur... Qu'est-ce que cherche Lalita chez un homme? Alors moi j'ai adoré cette chanson. Ça date de 2004 et elle nous sort un portrait d'homme déconstruit qu'on aimerait bien retrouver en 2025 en vrai. Écoutez, et j'ai notamment et j'ai notamment noté donc elle dit un homme qui veut l'égalité pas l'oppression, qui n'a pas peur de pleurer, qui aime danser, qui est romantique. Et donc j'ai trouvé ça super. Mais j'ai pas compris en quoi les hommes occidentaux blancs pouvaient correspondre plus à ce schéma-là que les hommes indiens ou... qui sont présents dans le film. Les deux, pour moi, c'est kiff-kiff. C'est Balraj et Monsieur Darcy, c'est vraiment la même chose. Moi, team Balraj, plutôt que... Darcy, c'est parce que c'est l'acteur de Lost. Tout s'explique. I don't want a man who ties me down, does what he wants while I hang around. I don't want a man who's crude and loud, wants a pretty wife to make him proud. I don't want a man who can't be funny, tells tall tales that I'm making money. Oh yeah! I don't want a man who'll grab the best seat, can't close his mouth when he starts to eat.
Mais je pense que c'est parce que c'est là où je pense que notre culture du cinéma bollywoodien peut-être nous fait défaut. Mais c'est vrai que de ce que j'ai trouvé moi dans les recherches, c'était que souvent dans les films bollywoodiens, les histoires d'amour, le schéma traditionnel, c'est que la femme est plutôt soumise, qu'elle est dévouée à son mari, à sa famille, et que c'est à l'image de la déesse Savitri. Et que là, peut-être que dans le narratif où c'est tu te maries avec un blanc qui est un peu intéressé par ta culture, mais en toute proportion gardée, hein. Ouais, non, vraiment, il y a un moment où la mère, elle dit on n'a pas besoin d'aller en Inde construire un hôtel, on a déjà du pilate, du yoga et des épices ici aux États-Unis. Vraie remarque qui peut être dite par 3/4 des gens qui pensent connaître l'Inde encore aujourd'hui ou qui vont en Inde pour découvrir le yoga. By the way, si vous vous reconnaissez, tant pis, je suis désolée. Mais du coup, voilà, le fait que lui voue un peu cette attention ou qu'il l'érige à sa posture, entre guillemets, d'égal, qu'il n'est pas vraiment, et ben ça casse ce code du cinéma traditionnel, donc c'est une forme d'émancipation et de mise en avant de la femme indienne, je pense, dans le cinéma aussi par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Et voilà, et c'est tout ce qu'elle peut rechercher. Tu vois, c'est ce qu'elle recherche finalement par rapport à sa sœur qui se marie avec Mr. Collie et qui finit par lui dire en fait, il est gentil, il s'occupe bien de moi, mais en fait, la vérité, c'est qu'on la voit tout le temps. Sa cousine. En fait, on la voit 3/4 du temps en train de faire la vaisselle et dévouée à son mec. Et quand on a vu un petit peu le discours de son mec, on se doute que c'est pas le mec qui va la considérer comme son égal. Et en fait, je suis d'accord avec toi dans la mesure où il y a aussi une vraie émancipation parce qu'elle ne se marie pas avec un Indien et elle se marie avec un homme blanc. Et ça, déjà, vis-à-vis de sa famille et des carcans traditionnels, il y a quand même une prise d'indépendance. Ouais, ça, je suis d'accord. Même si après, pour rebondir sur ce que tu disais, Cam, avant, sur le fait que Lalita, enfin, je sais pas si c'était vraiment ça, mais pouvait penser en dehors du mariage, moi je le trouve pas pour le coup, parce qu'il y a le côté où, en fait, les deux options qui sont présentées dans le film, c'est globalement mariage arrangé avec, dans le fond, toute une logique d'échange pécunier, et purement basée sur l'argent, quoi. C'est transactionnel. Transactionnel entre le patrimoine de l'homme et juste la femme, la fille de la famille à marier. Et l'autre côté, un mariage d'amour. Enfin, justement, dans la chanson dont tu as parlé, Lou, où elle... No life without wife. On va vous mettre un petit extrait de la chanson. Yeah. Moi, j'étais à fond. C'est trop bien, No life without wife. Oh yeah, 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 yeah. No life without wife. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Pour moi, les deux alternatives qu'elle présente, c'est elle veut pas un mariage forcé, elle veut un mariage d'amour, quoi. Il n'y a pas de vie en dehors de ça. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai trouvé que la réflexion, en tout cas, sur les deux formes de mariage, c'était une réflexion de manière générale assez intéressante dans le film. Parce qu'au début, tu comprends qu'elle oppose le mariage arrangé en Inde et le mariage dit d'amour en Occident. Et en fait, quand elle affine au fur et à mesure le film en entremêlant ça, en disant que déjà, il y a des personnes qui peuvent vouloir un mariage arrangé et que c'est pas parce que on a un mariage arrangé qui ne se transforme pas en mariage d'amour. Oui. Et de dire que genre, il faut arrêter aussi que les Blancs viennent dicter leur conduite en leur disant que en fait c'est arriéré et vieillot les mariages arrangés. Et de l'autre côté, ce qui est assez rigolo, c'est Lalita qui oppose à Darcy le fait que sa mère veuille le marier avec une fille de bonne famille new-yorkaise de son milieu. Et donc tu comprends que si mariage arrangé il n'y a pas, en fait mariage arrangé il y a, puisque c'est juste pareil, un mariage transactionnel pour conserver les biens, pour conserver le patrimoine. Et ça, j'ai trouvé que c'était une réflexion assez intéressante dans le film. Ouais, c'est pour ça que l'histoire d'amour ne matche pas entre les deux. Ah non, mais ça, elle sens, a aucun vraiment, sens. Je ne comprends pas. Enfin, ouais. Elle est très... Franchement, pour un film de cette époque-là, c'est une figure tellement anticolonialiste, tellement forte, féministe, que je ne comprends pas. Après, c'est comme ça que... C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, mais il y a même pas un petit effort dans l'adaptation d'essayer de rendre la chose un peu crédible. Tu vois, tu passes vraiment du tout au tout, où en fait, comme si
Lavage de cerveau, hein. Ouais, voilà, exactement. Comme si en fait elle reniait facilement une partie d'elle-même, mais en fait comme si en fait tous ses combats, toutes ses luttes, tout son intellect qui lui avait fait arriver au bout de cette réflexion et de cette conviction pouvait être facilement mis de côté par un colonisateur qui comprend rien et qui va lui faire qui va l'avoir aussi comme une forme d'exotisme à sa vie. Et qu'elle va se contenter de ça, et finalement elle n'est pas si différente des autres filles. Donc en fait le message finalement, moi qui m'a dérangée, c'était de se dire, même quand une personne a une réflexion et qu'elle est féministe, qu'elle est déconstruite, qu'elle est là avec des valeurs qui vont faire avancer la société, finalement, une fille, à la fin de sa journée, qu'est-ce qu'elle veut ? Un mec qui va lui dire des mots d'amour et qui va lui donner un petit peu d'attention et elle sera contente. Et j'avoue, moi, ça m'a un peu dérangée. Après, moi, je sais pas si la réalisatrice Gurinder Shada, c'était son intention, mais peut-être aussi de dire que c'est un tel rouleau compresseur que tu peux pas y échapper aussi d'une certaine manière. Oui. Pas dans le sens purement du mariage, mais aussi dans le fait d'accepter que le colon, en fait, rentre dans ta maison, dans ton intimité, et que même si tu essayes de t'y opposer, ça ne prendra pas. Oui. Je sais pas si elle a poussé sa réflexion jusque-là. Et non, si mais c'est smart. Ouais, si c'était volontaire. On aurait envie qu'elle le fasse. Peut-être, mais moi c'est comme ça aussi que je l'ai perçu. C'est un peu dans ce truc de lavage de cerveau, justement, de grosse opposition et tout. Peut-être aussi que c'est la première fois que Lalita rencontre un colon en personnifié. Et qu'il y a un truc de combattre son discours lorsqu'il est très caricatural, mais à partir du moment où c'est beaucoup plus sinueux, ça en devient séduisant malgré tout. Et c'est pour ça aussi tout le truc de est-ce qu'elle est vraiment si anticoloniale que ça ? Moi je pense qu'elle le voudrait, mais est-ce qu'elle y arrive ? Après c'est extrêmement difficile de l'être. Mais du coup moi j'aimerais bien revenir sur certains des propos du coup que Lalita tient dans le film et que moi j'ai trouvé vraiment très fort. Oui, vraiment, 100%, je suis d'accord. le discours qu'elle tient, donc alors elle le lâche pas, hein. Le Oui. Darcy elle le lâche pas, elle est trop forte, elle le défonce, mais à chaque fois genre vraiment j'adore. donc lui donc il arrive avec ses clichés vraiment, il passe vraiment pour un mec stupide, c'est vraiment il arrive dans un pays du tiers-monde, je mets des énormes guillemets, bruyant, il pense que la nourriture rend malade, que les filles doivent subir des mariages arrangés, qu'il y a un retard technologique majeur, que dans son hôtel il a pas l'électricité, gna 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 gna. Et donc elle le lâche pas, et notamment elle tient des discours en lui disant on a déjà chassé l'impérialiste, c'est pas pour que vous reveniez. Et vraiment, le mot chasser l'impérialiste, j'étais en mode vraiment badass, la réalisatrice dans une petite comédie romantique de nous faire passer des messages comme ça, et ça fait quand même du bien. Elle lui dit You want India without the Indians, vous voulez l'Inde sans les Indiens. Elle dit aussi mais vous croyez que l'Inde c'est l'endroit où trouver une femme simple et traditionnelle. J'ai noté aussi donc you want to dance with the indigenous, vous voulez danser avec les indigènes. Et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça vraiment très fort comme discours porté et en termes de vocabulaire utilisé, où tu pourrais t'attendre, comme c'est une comédie romantique, à ce qu'on vienne lister tu vois tous ces éléments là, et non elle le lâche pas, et ça j'ai trouvé ça cool. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que du coup dans la deuxième partie du film c'est totalement oblitéré en fait, pour une histoire d'amour sans queue ni tête avec ce personnage-là. Et du coup, c'est même pas tant que ça en fait. Mais en fait, du coup, c'est un peu ce que je reproche au film, c'est-à-dire que genre, et d'ailleurs comme dans l'œuvre de Jane Austen qui arrive à créer une famille géniale, vraiment on a envie d'habiter avec eux. Leurs 4 filles, on a envie d'habiter avec elles. Elles sont toutes à leur manière, très intelligentes, très fashion, très absolument brillantes, et elles éclairent le film. Et notamment encore une fois dans leur chanson No Life Without a Wife, moi j'ai trouvé qu'elles étaient trop mignonnes, j'ai adoré cette scène. Et face à ça, ils font vraiment pâle figure les personnages masculins, à part la figure du père. Sauf le père, ce que je voulais dire. Mais sinon les hommes ils font quand même pâle figure dans ce film, et ils peinent à trouver leur place. Mais ils sont un peu écrasés. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est pas eux qui portent le film. C'est vraiment pas eux qui portent le film. Mais oui, ça rend beaucoup moins crédible la deuxième partie du film, où finalement
il y a une grosse... Enfin, il y a tout le discours... il y a un revirement... Après, c'est peut-être fait exprès, hein. Enfin, ça reste une comédie romantique, en fait. C'est ouais. qu'à la fin, et puis même, ça reste une comédie romantique où on veut une happy ending, on veut du mariage, on veut de la fête. Ça reste, tu vois, une histoire de... des parties qui doivent se retrouver pour conclure un mariage et un happy marriage, tu vois. Mais donc en 2 heures, tu peux pas explorer toutes les problématiques, et sinon on aurait fini sur un autre film beaucoup plus critique et beaucoup plus peut-être profond. Mais je pense qu'elle a quand même, elle y a songé, mais elle avait une contrainte de... faut pas oublier que voilà, c'est une comédie romantique. Je sais pas si elle est financée par des Américains ou pas. Oui, c'est un film anglo-US indien. Ok. Mais ça m'a fait rire parce que j'ai repris ce que tu avais écrit pour le premier épisode. Donc c'est quoi les codes du genre de la comédie romantique ? C'est une histoire d'amour impossible avec 2 protagonistes que tout oppose au début, qui vont passer par des obstacles tout au long du film pour à la fin finir ensemble. Et j'étais vraiment en mode, voilà, ça coche, c'est ça, c'est bon, les donc, cases sont cochées. Mais ça c'est un peu aussi, cette réalisatrice, même si du coup dans son film, elle fait un peu cette partie d'acrobate en fait pour faire un film qui va plaire aux occidentaux, avec à la fois ajouter un peu de Bollywood, et c'est ce qu'elle a fait un peu dans l'ensemble de ses films. Ça l'empêche jamais en fait de rentrer complètement dans les codes de la comédie romantique, du teen movie, du film d'émancipation. C'est toujours ce qu'elle propose, et je suis pas sûre qu'elle ait un regard critique suffisant sur ce que ces clichés véhiculent. Ouais. Je voulais revenir aussi sur quelques... on parlait du colonialisme britannique et du coup de comment ça s'infusait à travers les propos de Lalita. Plusieurs trucs que j'ai trouvé intéressants, je sais pas par quel bout commencer, mais donc à la fois... sur la question du colonialisme britannique, comment elle parle aussi de cet État qui est indépendant depuis 60 ans, et de comment en fait reconstruire cet État-là, et du coup elle démarre vraiment une conversation politique à table avec ses invités, et ça j'ai trouvé ça génial. You must join me in US. You must. Eh? I could help you start a business there. That's where the money is to be made. UK's finished. India's too corrupt. Police Saab, India is still a young country since independence. I hardly think its potential is over. And what do you think your US was like after 60 years of independence? They were all killing each other over slavery and blindly searching for gold. Et je voulais aussi revenir sur un truc un peu caché, en tout cas que moi j'ai découvert en vraiment réfléchissant sur le film, c'est que du coup elle a mis ce film à Amritsar, et en fait ils en parlent, le mot est plusieurs fois répété, et je me suis dit mais pourquoi à ce point-là ? Et donc en effet c'est la grande ville du Pendjab, comme on disait, et qui donc représente vraiment une région au nord de l'Inde collée au Pakistan. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle notamment du temple d'or d'Amritsar qu'elle fait visiter à Wickham. Et en fait ce temple-là, il est connu parce qu'il y a eu un massacre très important en 1919 qui a vu la mort de plusieurs centaines de pro-Gandhi qui ont été tués en fait par les soldats impériaux britanniques, et qui ont conduit notamment à la fin du Raj britannique la suite. Et donc j'ai trouvé ça intéressant qu'elle distille aussi ce type d'informations sur l'Inde dans son film, et vraiment ça c'est vraiment un aspect très positif, mais je trouve ça incroyable d'arriver à faire un film aussi joyeux tout en conservant une vraie réalité sociale, et ça pour moi c'est vraiment typique du cinéma britannique qui arrive à faire ça. On peut penser à La part des anges de Ken Loach ou Pride. Je trouve que c'est un cinéma qui arrive souvent à mettre en lumière des problématiques sociales parfois. Mais moi sur l'aspect justement d'impérialisme britannique, ça m'a je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que Darcy est américain dans ce film. Oui, moi aussi. Je n'ai pas compris, vraiment, Puis il y a même un moment, parce que de base je me disais, c'est peut-être pour un peu oblitérer l'aspect les Anglais ont pas été cool, mais il y a un moment où Lalita dit à Darcy... mais de toute façon, c'est ça, t'es un impérialiste. Et il lui répond, non, moi je suis pas anglais, je suis américain. Il lui dit même chose. Et c'est vrai que je me suis demandé, mais juste pourquoi ne pas l'avoir fait britannique dès le début, quoi. Et de la noblesse même, hein. Oui, comme le monsieur Darcy de Jane Austen. Ouais, vraiment, ça c'est pareil, c'est quelque chose ça m'a pas mal perturbé dans la construction du film, du personnage, de qu'est-ce que représente monsieur Darcy aussi par rapport à Lalita, j'ai trouvé ça assez confus, du coup. Ouais, j'avoue que j'avais pas réfléchi, mais je me pose la question de me dire, est-ce que c'est pas aussi une manière de faire d'une pierre deux coups, en disant américain et britannique, même combat, parce que finalement, c'est un peu... peut-être. C'est un peu les mêmes, tu vois, les mêmes historiques, la même manière de procéder dans leur colonie,
Tu vois, elle a pas... Bah, je pense que si on veut rajouter aussi un aspect un peu moderne, c'est intéressant de rajouter les Américains parce que c'est, tu vois, tu parlais vachement du soft power et de à quel point ça distille ça dans nos s'infuse, inconscients. Et je pense que tant l'impérialisme britannique, c'est vraiment genre le colonialisme sur le territoire pur et dur, tant le colonialisme américain, c'est vraiment dans les cerveaux. Et peut-être à cet égard-là, c'était intéressant de choisir un protagoniste américain, mais je te rejoins quand même sur le fait que personnellement, j'aurais préféré qu'il soit britannique. Surtout les deux britanniques, Enfin, ça aurait été genre vraiment confrontation en mode... et puis aussi je pense que du coup, l'aspect pour elle de se marier avec un Britannique aurait... fait émerger beaucoup plus de questionnements en fait. Qu'un américain, parce que c'est plus distant, c'est vrai. Peut-être. Non, mais si on peut rebondir sur le colonialisme, moi ce qui m'a dérangée sur ça, parce qu'elle, autant elle incarne la figure rebelle de la femme indépendante, en fait c'est horrible, mais moi ce qui m'a trigger dans la manière dont elle l'a dépeinte, c'est que ça faisait vraiment, c'est pour ça que ça m'a rappelé Pocahontas aussi, c'est que ça faisait vraiment la femme indigène sauvage. En gros... genre rebelle qui va hausser le ton, qui va être colérique, qui va tu vois genre vraiment untamable, un peu indomptable. Moi il y a ce côté indomptable que je trouve très problématique et qui est souvent utilisé pour dépeindre des femmes d'origine racisée ou en tout cas issues des minorités dès lors qu'elles sont perçues via le prisme blanc et puis à chaque fois qu'on la voit épanouie entre guillemets, elle est connectée à la nature, elle joue de la guitare, elle est hyper sensuelle. Elle se roule dans le sable. Non mais tu vois, c'est vraiment... Non mais, non mais elle joue dans l'eau, oui. tu vois. Oh là là, c'est trop génial. Elle est dans une teuf où ça fait grosse musique des années 2000, elle est pas à l'aise. Par contre, petit bonfire, elle gratte une guitare, super, elle est super contente. Enfin... Limite, tu vois, il y a un truc qui est pas... qui me dérange, moi ça m'a dérangé. Ça renvoie au stéréotype de, voilà, quand t'es une femme issue d'une minorité, t'es difficile, t'es un peu indomptable, t'es colérique, t'es too much. Et en même temps, on nous renvoie à un statut presque animalier, tu vois. Elle est bien quand elle est dans la nature, quand elle est libre, quand on ne l'oppresse pas... Ouais, en fait, pardon, mais la nature humaine n'est pas faite pour être oppressée. On est tous très heureux quand on est libre. C'est pas particulièrement les peuples colonisés, tu vois. Mais il y avait ce truc qui m'a dérangée. Et c'est aussi pour ça que quand lui, il essaye de la faire rentrer dans un moule et qu'en fait, elle y va d'elle-même toute seule, j'ai un peu du mal parce que j'aurais bien aimé qu'elle soit de l'opposition, soit qu'elle soit un peu plus nuancée, mais ce truc de la femme sauvage, limite / animale, franchement, c'est... Après, il faut recontextualiser, ce film, il date des années 2000 aussi, donc, début 2000, tu vois. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible d'avoir encore une espèce d'image de... voilà, c'est quoi en fait, demain tu prends une femme qui est une femme africaine et tu la mets avec un blanc et donc tu la vois en mode panthère dans la savane. Enfin pardon, mais c'est horrible. Et si tu transposes encore une fois ces clichés-là, c'est le côté animalier qui ressort. Et puis après, bah voilà, tu lui fais des mots doux, tu lui fais découvrir l'Occident. Tu l'emmènes au Tex-Mex. Voilà, tu lui fais faire un tour en hélicoptère. Voilà, tu lui montres que voilà, tu lui montres que dans ton pays aussi, il y a des beaux paysages à te faire l'argent. Tu vois, moi aussi je vais te faire découvrir des paysages. T'aimes bien, t'es une fille hyper simple. Allez, vas-y, un peu de nature, un peu un Tex-Mex et puis basta, c'est plié quoi. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que la réalisatrice a essayé un tout petit peu de contrebalancer ça, notamment par la fin, en mode il se marie en Inde de façon indienne traditionnelle. Comme l'autre couple, donc je pense qu'elle a voulu montrer un espèce d'espace où les deux pouvaient se rejoindre, mais je suis pas sûre que ça fonctionne tout à fait. Enfin vraiment, la scène de la fin, donc il y a vraiment Monsieur Darcy qui arrive au milieu des tambours portés par des locaux. Il est absolument ridicule. Non mais c'est ridicule, vraiment c'est ridicule. Et après, quand ils sont sur l'éléphant avec la pancarte Just Married, où je pense que vraiment, là aussi, elle a cherché une espèce de connexion entre l'Occident et l'Inde. Bah, ça fonctionne pas tout à fait et ça casse. Et je pense que ça va aussi du coup avec la manière dont est représentée Lalita. Ça va avec leur histoire d'amour qui franchement est un peu bancale. Enfin, en fait, c'est le truc qui parcourt le film et qui le... Pour moi, c'est le principal talon d'Achille de ce film. C'est vraiment... Son histoire principale finalement.
en fait. C'est vraiment ce truc de, ouais, déjà, cette histoire d'amour sans queue ni tête, où il n'y a même pas un micro résidu de choses sur lesquelles tu te dis, ok, c'est crédible, quoi. Oui, qu'ils ont des points communs, que... Voilà. Ouais. Oui, Et tu te dis, moi vraiment à la fin je me suis dit mais comment ce couple va tenir dans le futur? Ah bah oui. Mais bien sûr, mais parce Vraiment, qu'on ça n'a aucun a sens. On leur donne 3 mois. Dans la vraie vie, c'est mort. Enfin, voilà. Mais... Et ce truc de... Ouais, moi, je me suis sentie un peu mal à l'aise par cette fétichisation. Et aussi par le discours même qui est tenu. Alors ça, on n'en a pas du tout assez parlé, mais Mr. Collie, c'est un personnage qui est quand même très important dans le film. Ouais. Mr. Collie, c'est le cousin des Bakshi et il est là pour se marier avec une des filles de la famille. Et donc lui, il vit aux États-Unis et il cherche une femme traditionnelle et simple, je répète ces mots, en Inde. Exactement. Donc on le découvre... Ce personnage, avant même de l'avoir vu visuellement par le discours de la mère, en fait, on arrive sur une scène où la mère met une pression monstre à ses filles pour décorer la maison. On voit d'ailleurs les gouvernants de la famille Bachri qui sont en train de décortiquer les toiles d'araignée au fond du plafond, comme si le sultan arrivait. On a vraiment un effort qui est mis par la mère pour que tout soit irréprochable. C'est là où notamment elle tient ce discours aux filles en leur disant ne parlez pas trop, ne soyez pas trop intelligentes, habillez-vous bien, soyez sympathiques. Donc déjà elle les réduit à des petits morceaux de viande en disant voilà soyez belles et taisez-vous quoi. Et elle est obnubilée par le fait que ce cousin habite aujourd'hui à Los Angeles, donc elle imagine qu'il vit une vie de ouf. D'ailleurs lui se vend comme étant pas du tout tradit. Il vante ses richesses en disant qu'il a 3 piscines ou 2 piscines, mais il a un hot tub, donc un jacuzzi quoi. La mère elle en peut plus, on a l'impression que ses yeux vont sortir de ses orbites tellement elle est en mode waouh j'ai trop envie. Les filles elles sont pas hyper emballées parce que le personnage est ridicule, c'est une caricature même de ces figures indiennes. En vrai c'est indienne mais c'est transposable à plein d'autres cultures, mais de ces personnes qui ont immigré dans des pays occidentaux, qui ont fait fortune, qui souhaitent faire du pick and choose un peu et choisir les aspects de leur culture et de leur tradition qui leur vont versus la tradition occidentale qui leur va aussi, qui se retrouve comme tu le disais bien Lou dans son discours quand il dit voilà les filles indiennes là-bas c'est pas comme ici, elles sont limite il dit quoi, il dit elles sont lesbiennes. Il y en a qui sont même devenues lesbiennes. Voilà. Ça, et là t'es un peu là genre t'as envie de te taper la tête contre la table. Then why come back here? Bada bing, bada boom. There's only one problem with America. Our girls that are born there, they've totally lost their roots. Completely clueless. Our girls are very rooted. They're really very, very traditional. Huh? You know, in US, they're all too outspoken and career-orientated. And some have even turned into the lesbian. Après ça c'est un truc qui revient aussi dans les autres films. Dans Joue-la comme Beckham, il y a aussi cette réflexion là sur le fait que genre les mœurs occidentaux dépravent les jeunes femmes. Tout le monde queer. Ouais, vraiment. Oui. Il y a ce et dépravent les jeunes filles qui deviennent indépendantes, qui assument leur sexualité, qui deviennent queer, etc. Exactement, mais du coup tu vois ce discours qui est à la fois tenu par un mec comme ça, en plus on le va manger dans une espèce de mise en scène, il est répugnant. Donc en fait il est habillé de manière traditionnelle, il mange de manière traditionnelle, donc c'est-à-dire avec les mains, mais autour d'une table où il y a quand même 4 potentielles futures prétendantes, 2 parents de ces futures prétendantes, donc on pourrait imaginer qu'ils soient un petit peu sur ses gardes, voilà, qu'il essaie de montrer une bonne image. Il n'en a rien à foutre, il mange comme un porc, les filles sont dégoûtées, il tient des discours odieux, et toi t'es là, tu te dis c'est pas possible, et la mère, qui d'ailleurs est fan de lui, qui veut absolument pousser une de ses filles à se marier avec lui, et Lalita notamment. Mais en fait ça justement, moi c'est dans ce que j'ai trouvé qui manquait de l'adaptation de Jane Austen à ce film, c'est qu'en fait dans l'œuvre de Jane Austen, Orgueil et Préjugés, ce cousin va hériter des terres et de la maison des Bennett. Ce qui justifie pourquoi est-ce que la mère veut absolument que l'une de ses filles se marie avec lui, pour qu'en fait les autres aient un toit.
Qui est un héritage. Qui est un héritage, que ça reste dans la famille. Et aussi, si jamais les autres filles ne se marient pas, qu'elles ne se fassent pas chasser de leur maison et qu'elles continuent à avoir un toit. Alors que là, étant donné qu'il n'y a pas cette pression-là, je trouve qu'il y a un maillon manquant et que ça justifie pas en fait le comportement de la mère ou ça justifie, mais du coup ça en devient un personnage, un ogre limite qui... Pour moi, les matérialistes... Mais d'ailleurs, on en reparlait de la mère parce qu'il y a un moment où elle est définie comme une matérialiste et gold digger, donc vraiment croqueuse de diamants. On peut en parler maintenant, la mère. Mais du coup, juste pour finir sur Mr. Collie, donc du coup, on a vraiment cette figure qui... très émancipée, qui a complètement adopté les traditions et les coutumes occidentales, mais qui veut à la fin une femme... Mais pour moi, qui a adopté vraiment le pire de chaque monde. Vraiment, vraiment. Si on était en 2025, ce mec serait probablement un mascu. Trumpiste à mort. Trumpiste à mort, mais qui veut en même temps une fille jolie, soumise, qui va faire la popote et qui va s'occuper des marmots. Clairement, c'est ça. Mais en fait, quand même, je trouve que... J'essaye de sauver le film. Non, mais que ce soit Elizabeth Bennet / Lalita ou que ce soit Mr. Collins / Mr. Collie, ce sont quand même des personnages qui sont assez proches, moi je trouve, de ce qui... du roman, même s'il y a des différences et même si du coup je suis d'accord qu'il y a des maillons qui sont manquants. Mr. Collie, il est ridicule et répugnant comme le personnage de Jane Austen. Lalita, comme Elizabeth Bennet, elle est plutôt timide, elle est aussi du coup timide, plutôt dans la nature, pas fêtarde, pas attachée aux fioritures, à la superficialité, et ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Lalita. Donc juste pour rebondir sur le fait que je pense qu'elle a quand même voulu conserver un peu l'essence de ces personnages-là, même si du coup ça donne des caractères qui sont pas forcément très réussis. C'est surtout transposé dans un monde où tu abordes les sujets comme le colonialiste, en fait, ça renvoie à des clichés, des stéréotypes beaucoup plus problématiques. C'est-à-dire que d'emblée, dans Jane Austen, Elisabeth, elle est déjà un peu, difficile à cerner. C'est la fille un peu difficile, clairement. Mais c'est dans une dimension elle est trop intelligente pour son environnement. Alors que là, aussi. Là, elle est trop intelligente pour son environnement, mais ça la réduit aussi à quelque chose qui est interprétable aussi d'un point de vue colonialiste ces indigènes, ces sauvages qui sont pas civilisés, tu vois, in fine. Et ça, moi, je l'ai pris en pleine gueule et j'ai trouvé que c'était quand même pas très fin de sa part. Et même encore plus qui se détache de ça parce qu'elle connaît aussi un peu des traditions occidentales, qu'elle connaît mais tu la mets les œuvres, les artistes. Exactement, et quand tu la mets en parallèle avec la sœur de Balraj, qui elle, du coup, est l'indienne sophistiquée, qui met du SPF parce qu'elle ne veut pas bronzer à la plage, parce que qui habite en Angleterre aussi. Qui habite en Angleterre, c'est pas du tout les mêmes choses, et en fait elle se distingue elle-même des autres filles, parce qu'elle estime ne pas être la même... il y a un dédain de classe, quoi. Mais ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc, à la fois Mr. Collie et à la fois ce frère et cette sœur, donc Balraj et sa sœur, dont je me souviens plus du nom. Et j'ai trouvé que c'était 3 personnages qui essayaient de faire le pont entre l'Occident et l'Inde et qui en fait n'y parvenaient jamais. Parce que, donc, à la fois Mr. Collie, il représente ce personnage ridicule qui a adopté le pire du matérialisme et de la vacuité impérialiste occidentale et qui en même temps cherche, on l'a déjà dit, cette femme simple, et à la fois ce frère et cette sœur qui eux sont richissimes, qui vivent en Angleterre à côté de la reine et qui eux ont totalement absorbé l'impérialisme britannique. Ils vivent à côté de la reine. Enfin, moi, c'est le symbole genre ultime de... Ils adorent la reine. Ils sont complètement... brainwashed. Enfin, vraiment, pour moi, ils sont britanniques avec des origines indiennes. Et ils dédaignent complètement leur culture, leur tradition. Nice to see you all again in our part of the world. Thames, Windsor Castle. Flags up, Queen's at home. Queen. So many lovely paintings. Is that an Andy Warhol? Wrong decade. We have several originals Mummy found in Barcelona. Oh, Italian. How nice. Do sit down. Et j'ai trouvé ça intéressant du coup de voir tout ce cheminement entre Inde et Occident qui différents profils. Comment chacun chemine en fait entre ces traditions
et une forme d'occidentalisation. Bah, c'est vrai que, j'y avais pas pensé avant qu'on en parle, mais le parallèle entre Mr. Collie et Balraj, du coup, un peu les deux chemins possibles d'absorption en fait d'un colonialisme qui soit américain ou britannique, et du coup d'un côté avec Balraj, donc qui est quelqu'un de très sophistiqué, qui travaille dans la finance ou dans l'immobilier, qui a été à Cambridge, et qui a aussi des pointes d'accent anglais quand il parle, il y a vraiment un côté, et comme tu dis, du coup sa sœur qui s'appelle Kiran, après recherche Wikipédia, pareil, une espèce de posture aussi, quelque chose de, c'est ça, très dédaigneux, très froide, très critique de la société indienne et des héritages culturels, et très tout le temps dans la retenue, très anglaise quoi, très anglais, et où après en parallèle Mr. Collie avec vraiment c'est montre en or, c'est Trump version indienne, vraiment, c'est le cliché de l'Indien en qui est un full peu jogging, vraiment, avec ses chaînettes en or et tout, j'imagine que chez lui c'est tapissé en léopard, si tu veux, si tu veux pousser la caricature, les trois piscines, la maison d'ailleurs qui met en avant comme étant de style colonial, c'est où en gros ça je l'avais noté, de l'envie en fait vraiment soit t'as une opposition, soit vraiment une envie absolue de se jeter dans de s'assimiler complètement au point de viser les maisons des personnes qui avaient des esclaves en fait aux États-Unis auparavant. Ouais, mais surtout moi il y a un truc du coup qui vient contrebalancer cet équilibre, une scène que je n'ai pas compris, vous me direz ce que vous en avez pensé, la scène du cobra. Oh, mais oui, pareil. La scène de la danse du cobra. Donc, pour vous expliquer, il y a la troisième sœur qui est un peu l'artiste en fait, qui va devant Balraj, sa sœur, toute la famille indienne, plus du coup Wickham, tous les protagonistes du film qui sont assis sur des canapés, et elle va faire une espèce de danse du cobra. En déguisement, vraiment j'ai pas d'autre mot qu'un déguisement traditionnel, c'est hyper gênant, elle mime des postures de yoga, moi je n'ai pas compris cette scène, à part enfoncer la porte de l'énorme cliché sur l'Inde, je n'ai pas compris cette scène. En fait c'est vrai que comme elle avait aucun protagoniste qui était là prétendant sa main, prétendant en demande de sa main, parce qu'en fait ça aurait fait sens si jamais il y avait eu quelqu'un qui aurait pu être intéressé par elle, ou tu vois mais là ça aurait été problématique, ça aurait été méga problématique. Tu peux te dire que sous la pression de la mère qui elle depuis le début du film fait quand même que des trucs problématiques, la gamine elle a pété un câble, ou qu'elle s'est dit c'est mon moment to shine parce qu'elle avait une insécurité par rapport à ses autres sœurs, j'en sais rien, ça aurait pu être construit. Là vraiment juste la scène, il faut s'imaginer vraiment 10 personnes qui comprennent pas ce qui se passe, y compris le téléspectateur, et une enfant qui vient vous voir en mode asseyez-vous, je fais mon pestacle, et c'est juste gênant pendant 3 minutes parce que vraiment j'ai même pris au millième degré, je ne comprends pas non plus. Mais moi je pense que c'est juste vouloir mettre une scène d'humour, et vouloir faire une scène à cette sœur qui n'existe pas par ailleurs, c'est qu'elle n'existe pas, à part pour être, mais même dans l'œuvre originale elle n'existe pas tellement, en fait c'est un peu la chaperonne entre guillemets du coup de la Benjamin, qui dans le film s'appelle Lucky, qui part avec Wickham, qui est celle, qui est un peu matrixée par les histoires d'amour et qui va absolument vivre une, et où du coup cette troisième sœur, elle à chaque fois elle lui dit mais non mais mets pas cette jupe, mais non mais ne mets pas ce haut et tout, et sinon c'est la sage quoi, c'est la sage, sinon elle nous fait cette danse du cobra où tout le monde est en mode ok ma belle, mais là, ils sont gênés, ils sont en mode ok on fait, mais je pense que c'est vraiment juste une scène qui se veut humoristique. Ça peut l'effet escompté. Moi pour le coup là ça m'a gêné un peu. C'est juste très gênant. Je suis bien d'accord. Mais du coup je n'arrive pas pareil à trouver une signification peut-être qu'il n'y en avait pas et que c'était juste effectivement un moment de blanc pour faire exister un personnage. Il y a peut-être une histoire de cachette, d'heure de tournage. On ne saura jamais, ça reste un mystère. Les dessous des films. Mais ça permet d'avoir une bonne transition, je pense, pour finir avec la mère en fait. Ouais. Parce que je pense qu'on est toutes les trois assez d'accord autour de la table pour se dire qu'elle est imbuvable. Well, you can see for yourself, Mr. Darcy. They are all exceptional, marriageable prospects for any single young man. Well, I hope you brought big appetites. Mrs. Bakshi has planned a special feast for all of us. The truth is that Kohli Saab was quite taken by Jaya at first. But after I explained to him that she was being coveted by another fine gentleman from abroad, I then steered him towards Lalita. Balraj, you are a very lucky man. Jaya's had many suitors before, with her great beauty and fine figure, but none were good enough for her.
You two will make a fine couple. And you'll have no regrets on your wedding night. Mais elle est quand même proche de la mère de la première histoire. Ouais. Oui, mais en fait, de Jane Austen. mais pour moi, la mère de la... En fait, moi, les personnages comme ça me... Enfin, du coup, de femmes 19e siècle, en l'occurrence, dans l'œuvre de Jane Austen, et donc là, période plus moderne dans le film, ça reprend des personnages de mères traditionnelles qui pensent que l'émancipation de leur fille ne viendra que par le mariage. Parce que, pour elles, leurs filles ne pourront pas travailler, du coup ne pourront pas subvenir à leurs propres besoins et ont besoin d'un homme pour le faire. Et qui n'arrivent pas à envisager ça d'une autre manière. Après, du coup, parenthèse, mais moi, elle m'a fait penser à la mère de Bridget Jones qui n'envisage oui, pas la vie de sa fille en dehors du mariage. Ouais, mais d'ailleurs, deux histoires que nous traitons qui reprennent Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Mais ça aurait pas été un problème dans le sens où tu vois, tu peux te dire que c'est aussi une autre époque, c'est une autre génération, et effectivement, avant, le seul moyen pour une femme aussi de pouvoir exister en dehors de son cercle familial, c'était de reconstruire sa propre famille, et donc par le biais du mariage. Père au mari. Oui. Voilà. Ça, à la rigueur, tu vois, qu'il y ait une pression de la mère qui soit en mode marie-toi, je veux mes petits-enfants, on aurait pu s'en tenir à ça. Moi, ce qui me dérange, c'est à quel point elle est prête à tout, à quel point ses filles sont juste finalement que des filles. Donc elles sont remplaçables, tu vois. Collie, elle voulait la mettre avec Lalita et finalement c'est une autre sœur. Quand elle vient pour leur dire en fait on a assez de filles, il y en a une qui peut bien partir à l'étranger. Quand elle parle des prétendants comme des sacs à sous, complètement décorrélés du bien-être éventuel que ces mecs-là peuvent apporter à leurs filles. Bien-être émotionnel, s'entend. Oui, Donc, c'est comme si elle n'avait pas... En fait, je pense qu'il y a un côté où elle est... J'arrive pas à savoir si c'est une forme d'amour qu'on comprend pas, dans le sens où elle est là... Ah bah si, moi je pense. Ah ouais. Elle veille à leur bien-être. Un mec riche va pouvoir t'apporter... Pour moi, elle a quand même le risque de voir ses filles rester célibataires, sans argent, dans une société qui... En fait, pour moi, non. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la tension qu'il y a dans l'œuvre originelle avec Mr. Collins / Monsieur Collie dans le film, sur le fait que, dans l'œuvre originelle, c'est le cousin à qui la maison hériterait. Oui, mais... Alors que là, c'est pas le cas. Oui, mais il y a quand même un côté sur... elle le dit, genre, on n'aura pas de dot pour vous toutes. Oui. Potentiellement, on pourra pas toutes vous marier parce que vous n'êtes pas forcément des bons partis puisque nous sommes dans une maison avec 4 filles. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi un délire? Parce qu'en soi, c'est quand même une maison où il y a qui est gigantesque. Oui, avec... Il y a Miss Monde. Il y a Miss Monde. Avec énormément aussi de personnel. Enfin, dans l'œuvre originale, il n'y a pas de personne qui se... Ou t'as peut-être une cuisinière qui fait aussi femme de ménage. Si, mais en vrai... Mais t'as le côté où la richesse a l'air d'être quand même présente, tu vois. Bah, pas tant, moi, je trouve. On voit quand même que ça n'a pas à voir avec... Bah oui, avec Mr. Collie, mais c'est pas la richesse... milliardaire. Voilà, c'est pas la richesse coloniale, mais ça reste une famille qui s'en sort bien. Après, je pense qu'il y a une forme d'amour, effectivement. Peut-être qu'on comprend pas, mais c'est un peu survivaliste, quoi. De se dire, en fait, un mari riche, ça permettra une survie à mes filles, mais du coup, c'est décorrélé de l'émotionnel. Mais et elle le dit, la mère, qu'ils n'ont pas fait fortune parce qu'ils ont refusé de quitter l'Inde, parce que justement le père, lui, voulait travailler à la reconstruction de l'Inde. Elle fait des projections, ouais. Oui, pour moi, il y a vraiment un côté de... Elle ne pourra pas assumer la vie de ses 4 filles et elle veut les caser, certes sans du tout prendre en compte leur bien-être émotionnel, mais juste, elle ne voit qu'à travers le prisme de l'argent et elle se dit, si elles sont casées dans une maison, qu'elles ont un toit sur la tête... Enfin, tu vois, pour moi, ça reprend quand même... c'est la survie. Moi, je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, c'est plus que ces filles, elle pourra pas leur payer la vie qu'elle veut pour elle. C'est-à-dire, elle veut 3 piscines, elle veut la maison style colonial, elle a ce rêve-là, et du coup, elle se dit que ses filles veulent la même chose. C'est pas qu'elle se dit, je pense qu'elle leur laisse pas l'opportunité d'exprimer ce qu'elle voudrait, en fait, parce que quand elle leur dit taisez-vous... Et après, est-ce qu'elle a tort? Parce qu'au final, ces 2 filles qui se marient dans le film se marient avec des mecs qui correspondent à ce modèle-là. Donc... Et puis, elle a pas totalement tort non plus, dans le sens où, genre, la meilleure amie de Lalita lui dit clairement, en fait, moi, ça me convient très bien, juste quelqu'un qui a de l'argent et avec qui j'aurai toujours un toit sur la tête, qui me fait des bisous sur la joue. Voilà, j'extrapole, mais... mais quelqu'un de pas très intéressant, mais qui lui apporte de la sécurité. Et donc, on peut aussi concevoir que ce soit une manière de penser dans la société. Ouais. Je sais pas si vous voyez ce même, mais dans du coup une autre adaptation d'Orgueil et Préjugés avec Keira Knightley. Moi j'adore ce film. J'adore ce film. Non, il est bien. C'est la pire adaptation de tous les temps. Moi j'adore
j'adore ce film. Mais du coup, bisous Keira Knightley, hein, mais ouais, quelle moi, horreur. Moi j'adore. Ce Mais film. du coup, dans ce film-là, il y a un mème qui en est sorti de la meilleure pote de Elizabeth Bennet qui dit I'm a spinster. Genre, je suis une vieille fille, I'm 27 years old. En mode, elle est proche de la mort, il faut absolument qu'elle se marie avec le cousin. Sinon, elle va dépérir sur place, on sait pas ce qui va se passer. Mais On a toutes plus de 27 ans autour de cette table. Voilà, je pense qu'il faut quand même commencer à se poser des questions. on va trouver notre Mr. Coley. Non, mais Voilà. trois Quelle piscines et horreur. maisons style colonial, SDP. Mais c'est ça, c'est toujours le truc un peu de la mère, elle est très explicite et les filles moins, mais est-ce qu'au final, enfin, elles veulent pas aussi ce modèle-là, quoi. Bah ouais, après, Bah, elles moi, s'en je sortent trouve pas que totalement. elles s'en sortent pas, et en même temps, en fait, encore une fois, je pense que c'est... On peut le retrouver dans plein de contextes différents, cette mère un peu pressurisante qui a peur de marier ses filles. C'est très aussi ce qu'on retrouve dans les films d'époque ou dans les séries d'époque, tu vois, c'était un enjeu. Ouais. Mais comme là, il y a le filigrane colonial en plus, Oui. ça renforce, et c'est là où il y a quand même une satire de la société indienne, c'est que c'est quand même déjà une société, c'est une critique plutôt qu'une satire, mais la société indienne est quand même plutôt pas forcément la meilleure en termes de conditions des femmes et des filles aussi. Et là, ça renvoie encore à ce truc de, voilà, ça reconfronte une partie de la population au fait qu'il y a un sujet autour de ça et que encore aujourd'hui, ça perdure. Et c'est pas la seule société qui a du mal encore avec la question de la place de la femme et du De son mariage rôle. arrangé. Y en de a-t-il son rôle. une qui n'a pas de problème avec ça? Aucune, hein. Surtout les sociétés occidentales ne sont pas épargnées, mais ça remet encore en lumière, tu vois, ce truc de, en fait, t'as 4 filles, et finalement, ouais, une fille est une fille, c'est pas un bien particulier, c'est une transac, quoi. Mais après, moi, pour le... Enfin, en fait, ce qui me dérange aussi avec cette interprétation du personnage de la mère, par rapport à l'œuvre d'Orgueil et Préjugés, c'est que pour moi, elle est assez... elle manque de profondeur. Parce que du coup, son fuel qui fait qu'elle a besoin de marier ses filles, globalement, c'est avoir de l'argent. Et j'ai l'impression que c'est un peu tout. Alors que, en fait, pareil, quand on en a parlé là, ça m'a grave fait penser à un livre de Virginia Woolf qui s'appelle Promenade vers le phare, où en fait, dedans, t'as justement cette confrontation de 2 générations de femmes, où t'as la première, du coup, d'une mère de famille qui veut, elle, absolument marier ses filles parce que pour elle, c'est le seul moyen de aussi contrôler les hommes. Dans le sens où, dans la vie d'une femme, la possibilité d'influence politique, en fait, c'est de chuchoter à son mari ou à ses fils qu'est-ce qu'elle veut, quoi. Alors qu'en face, t'as une femme d'une génération en dessous qui juste se marie pas, on a rien à foutre, et lui dit TG, je veux pas rentrer dans ces carcans-là. Et où, du coup, moi, dans ce cas-là, quand t'as ce genre de réflexion et d'intention vraiment très stratégique, du coup, c'est des personnages qui, pour moi, prennent une profondeur qui est très intéressante à explorer et pas qui justifient leur comportement, mais qui, en tout cas, les expliquent. Alors que là, du coup, je trouve que ça en fait, du coup, dans le film Pride and Prejudice, je trouve que ça en fait un personnage hyper cruel, où, justement, comme vous disiez, ces filles, c'est vraiment une pure transaction monétaire, quoi. Et il n'y a pas une âme qui est rattachée à elle, il n'y a pas une envie d'une plus belle vie pour elle, etc. Vraiment l'impression, comme quand Mr. Darcy il lui propose d'aller en première classe, pour moi, ça illustrait complètement son but d'avoir des beaux-fils riches. C'est pour elle pouvoir aller s'asseoir en première classe, pouvoir aller se baigner dans le jacuzzi et avoir des maisons secondaires un peu partout dans le monde, quoi. Il y a une projection du transfuge de classe qu'elle aurait aimé faire et qu'elle n'a jamais pu faire parce que justement ils n'ont pas accepté cette opportunité versus de vivre un jour aux États-Unis versus l'ami de la famille qui a réussi et qui maintenant est multimilliardaire. Non, mais je pense qu'elle est complètement dénuée d'humanité dans le film. Après, est-ce que c'était un choix volontaire de la réalisatrice? Je ne sais pas. De simplification mais aussi, elle aurait dans pu son à un histoire, moment, il y aurait pu ne serait-ce qu'à un moment avoir une espèce de scène entre la mère et ses filles un peu sympa, de préparatifs de mariage, de préparatifs pour aller en soirée, alors que là, à part leur faire des critiques de soyez comme si, vous êtes trop comme ça, et on veut ci, on veut ça, elle est pas très humanisée, quoi. Notamment quand elle retrouve la petite
Genre Oui. vraiment quand elle retrouve la petite qui revient de son escapade avec Mr. Ouais. Wickham. C'est clair. Et bah là on pourrait voir un moment un peu de soulagement, de sensation de sécurité, d'être contente de retrouver ses filles quoi. Le père là, mais pas la Mais pas c'est la le mère. père Mais qui ça- représente la sensibilité Ouais. dans le film. Hein. Mais Mais comme dans l'œuvre de Jane Austen. Oui, Mm. mais moi c'est un truc qui me gêne aussi de... Après, ça peut être réaliste aussi, hein, mais du coup de misogynie entre femmes, de vraiment toujours le père qui oppose toujours la mère et ses filles. Ou par exemple, t'as le moment où Lalita vient voir ses parents en leur disant « je vais pas me marier avec Mr. Colley Oui. » où il y a la mère qui lui dit, qui dit au père, qui dit même pas à Lalita directement, dis à ta fille que si jamais elle fait ça, je ne lui parlerai plus jamais. Et le père qui répond à Lalita, moi j'ai envie de lui dire que si jamais tu fais ça, je ne te parlerai plus. Si tu épouses Mr. Si Colley. tu épouses Mr. Colley, je ne te parlerai plus. Et où du coup, après, bah, ça fait vraiment Lalita qui se jette dans les bras de son père, la mère, cette mégère qui est en mode gna 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 à Exactement. côté. Et où c'est vrai que même si j'entends que ça puisse exister, moi, c'est des modèles qui me crispent un peu aussi, Je suis d'accord. parce que sont-ils vraiment réalistes ? Non. Enfin, Bon. je pense pas. Mais voilà. ils sont hérités de l'œuvre de Jane Ils sont Austen. et en là, pour le coup, l'occurrence, ça puisque- respecte. Ouais. Puisque Lalita, elle est déjà dans le livre quand elle est Elizabeth Bennet. Bref, Ouais. c'est ce même personnage et très proche De de son son père. père et voit tout par le prisme de son père. Donc c'est par là aussi qu'elle tient cette forme d'émancipation. 100%. Après, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est pas réaliste Ouais. Moi, je voulais aborder un dernier point du Ouais. film, mais du coup, c'était l'esthétique. Mais bon, comme ça, on clôt le truc. Parfait. C'est genre, j'adore le fait qu'il y ait le bêtisier dans le Oui. générique. Et ça, vraiment, Ça va mais tellement remettons le Mais- bêtisier dans le générique. Et j'ai trop vraiment important. regardé le générique en entier. Et j'ai Pareil, passé un ouais. super moment. On va lancer une Et comme pétition. dans Joue-la comme Beckham, en fait, Mais- c'est exactement oui, la même chose. oui. Elle les fait chanter sur des chansons. Et donc, on voit aussi les techniciens et tous les gens qui sont derrière la caméra qui font d'autres choses. On les voit à la fin du film. Et ça m'a Enchantée. ça m'a enchantée. C'était Moi, trop- j'étais déjà, malgré tout ce qu'on vient de dire, j'ai quand même vraiment passé un très bon moment devant ce film. Et c'est un de mes films d'enfance, et donc je le connaissais déjà très bien. Et j'étais très contente d'en parler. Mais ce générique, c'était la cerise sur le gâteau, Oui, quoi. c'est très années 2000 d'avoir les Ouais. bloopers à la fin comme Tellement ça, genre smart. vraiment, c'est trop cool. Franchement. C'est vraiment le moyen de finir avec une touche où tu te sens proche du cast, proche de l'équipe, et genre vraiment Ouais. t'as l'impression d'avoir passé un moment avec eux Ouais. pendant tout le film. Non, je suis pas Ça, c'était d'accord. vraiment cool. Ouais. Et puis ça montre aussi que genre un plateau de tournage, ça peut être quelque chose de très joyeux et où on vit bien les choses et où on... Enfin, je trouve que ça vient un peu contrebalancer l'idée du cinéma très sérieux, très machin. Avec le ouais. réalisateur, je fais exprès de mettre ça au masculin, au-dessus sûr. de tout le monde avec la pyramide. Ouais. Tout à fait. Du coup, pour terminer cet épisode, comme c'est la tradition maintenant, Oui. on va faire des petites recommandations. Qui veut commencer ? Moi, je veux bien. Allez. Pour être dans le thème anticolonial, non, en fait, en gros, je suis... mes potes vont savoir de quoi je vais parler. Je suis obsédée en ce moment par un groupe qui s'appelle Kneecap, qui est... je vois le sourire de Cam. Qui est un groupe, en fait, du nord de l'Irlande, de rappeurs qui rappent en irlandais et qui sont, du coup, très opposés à toute forme d'oppression coloniale et qu'il faut soutenir, car ils se font boycotter de partout. C'est Genre, vrai. ils sont interdits de Hongrie pendant 3 ans. Orban What les a ban, du coup. On va les abattre. Très bon jeu de mots. De base, ils devaient jouer aux Seagate, et en fait, comme ils ont critiqué Israël, Orban il a dit non. Et où en gros, il y a aussi eu toute une polémique. Moi, je les ai vus du coup en concert à Rock en Seine cet été, et la ville de Saint-Cloud ainsi que la région Île-de-France ont enlevé leurs subventions parce qu'ils étaient maintenus pendant le festival. Donc, Tellement choquant. petite bagatelle de 500 000 € quand même, bon, sur 16 millions de budget pour le festival, donc voilà, mais quand même. Et en fait, oui, c'est vraiment un groupe qui... En fait,
je trouve que ce qui fait du bien dans ce groupe, enfin, même si leur musique est hyper galvanisante, trop stylée si vous voulez l'écouter, c'est aussi le fait que tu sens qu'ils ont rien à perdre et que du coup ils ne bâcleront jamais quoi. Et qu'ils s'exprimeront toujours, qu'ils répètent entre chaque morceau que chaque voix compte, que le fait de parler c'est toujours important, que il faut pas se décourager, que tout acte est un acte qui vaut la peine d'être fait, que évidemment on soutient la Palestine à mort et juste c'est... Après, bon, je suis baisée parce que je viens du nord de l'Irlande, donc tout de suite, il y a un petit lien. On soutient la Palestine, quoi qu'il. et où, du coup, il y a un aspect où j'ai jamais vu un concert avec autant de rage et en même temps de bonne humeur. Et où, par exemple, du coup, dans le concert Rock en scène que j'ai vu, il y avait au début du concert des siffleurs, du coup, des sionistes qui voulaient qu'ils ne jouent pas. Et sauf que moi, j'ai rien entendu, j'étais tellement contente d'être là que j'ai pas capté. Ça fait des signes d'encouragement. Je sais pas, j'ai même pas entendu les sifflements. Et du coup, pendant tout le concert, ils parlaient de whistlers, donc qui veut dire des siffleurs. Et j'étais genre, ça doit être un terme militant que je connais pas. Trop mignon. Je sais pas. Adorable. Et où vraiment j'ai arrêté. Ça m'a... Je sais pas, il y avait vraiment un truc de solidarité et de connexion qui est rare en ce moment, et du coup je ne peux que vous encourager à aller les voir en concert parce que vraiment ça fait un bien fou en fait Prenez vos billets. de pas se sentir seul quoi. Oui, il passe au Trianon et à l'Élysée-Montmartre en septembre et en novembre, je pose ça Il là. y a peut-être un film sur eux qui va sortir. Il est déjà sorti. Ah ouais. Ah bah voilà, il y a déjà un film qui est sorti. Il y a un film parce qu'il s'appelle Kneecap aussi qui se passe à Belfast sur comment est-ce que leur groupe s'est formé et tout, et qui Ça a l'air trop bien. c'est exceptionnel. En fait, en gros, c'est du coup sur leurs 3... Donc, ils sont 3 dans le groupe. Et sur leurs 3 vies, où en fait, il y en a un... Donc, c'est 2 rappeurs et un DJ, quoi. Ouais. Et le DJ, en fait, de base, c'est un prof de gaélique dans une école. Mais je peux pas, j'adore. Et où, Ils en sont fait, incroyables. bah, en fait, en gros, de base, lui, on le voyait toujours avec ce qu'ils appellent une balaclava, donc qui est genre une cagoule, parce que sur scène, parce qu'il voulait pas que ses élèves le reconnaissent. Ah, je peux pas, j'adore. Et du coup, oui, parce que leur chanson parle beaucoup de drogue et voilà, donc ils voulaient pas trop qu'on les reconnaisse. Et où en gros, genre donc tu vois sa trajectoire à lui, la trajectoire de l'un d'eux, en fait son père est un ancien de l'IRA qui fait semblant d'être mort et en fait il est pas mort et du coup il va le voir de temps en temps en Zoom, il est devenu prof de yoga dans la République d'Irlande, et ils font des concerts. Le troisième, sa trajectoire c'est hilarant, en gros c'est celui qui a un peu l'histoire d'amour du film, mais où en fait du coup c'est un républicain donc du nord de l'Irlande, donc catholique, et en fait le truc c'est qu'il peut coucher qu'avec des protestantes loyalistes qui le traitent de sale feignonne pour un jour. Et à la fin, quand il joue, il dit Choki Arla, qui veut dire un jour, notre jour viendra. Donc le jour où la couronne britannique partira de l'Irlande. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Moi, du petit lait pour moi, donc je ne peux que recommander ça. Je peux pas, j'adore. Voilà. Ah bah ça a l'air vraiment super. Je les adore d'amour. Vraiment, je les aime trop. Et puis il faut rappeler que l'Irlande d'ailleurs c'est un soutien majeur de la Palestine, puisque c'est aussi un pays qui a combattu l'impérialisme britannique et qui donc sait de quoi il parle quand il parle de peuple opprimé. Oui. Et partout dans le monde, on est contre la colonisation, contre l'oppression, contre l'apartheid, et on est très critique des politiques d'apartheid d'Israël notamment, et on soutient la Palestine. De mon côté, je voulais vous parler de Fille, femme, autre, qui est un roman de Bernardine Evaristo, qui est donc une autrice anglo-nigériane, et je trouvais que ça répondait pas mal au film qu'on vient de voir. Elle avait gagné le Booker Prize en 2019, et donc c'est un roman qui va aborder la vie de 12 femmes à Londres, donc qui ont des parcours différents, qui viennent de certaines minorités LGBT, racisées, etc. Et on va comprendre on va comprendre ce qui les lie, et chaque chapitre est dédié à une de ces femmes. C'est un roman qui est écrit sans ponctuation, en fait elle revient à la ligne à chaque fois, et moi je m'étais dit ok, ça va être dur à lire, ça va être un peu esthétisant, et en fait c'est génial, ça sonne comme un rap en fait, parce que parfois elle revient à la ligne et du coup ça fait des espèces de punchlines qui sont formidables justement parce qu'elle revient à la ligne, et c'est absolument brillant, c'est doux, c'est aussi une réflexion sur le colonialisme et sur la question queer, donc vraiment foncez. Et c'est un livre que j'offre en cadeau à genre tout le monde. Et du coup parfois je suis en mode attends, est-ce que je lui ai déjà offert ce livre parce que je l'adore et c'est vraiment un de mes livres préférés au monde. Ok, mais ça se voit parce que t'as les pupilles qui s'illuminent quand on parle, c'est assez fou, genre vous devriez être là avec nous pour voir ça.
Moi, je change de thématique. Je suis sur une thématique de colonialisme, mais cérébrale, puisque j'aborde la question du travail et du capitalisme. Donc, c'est un livre que j'ai pas encore lu, mais qui est dans ma to-do et dont j'ai beaucoup lu et écouté des podcasts à ce sujet, qui s'appelle Not Working, Why We Have to Stop. Je fais exprès de prendre un accent, mais pour que comme ça tout le monde puisse comprendre. De Josh Cohen, qui est un psychologue américain et qui explique que voilà, en fait, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question inverse de la productivité, à savoir plutôt que de toujours courir et chercher à être productif dans un système qui de toute manière ne valorise pas notre temps en tant que salarié. Et dans un monde fini. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à justement lever le pied, à se reposer, à se laisser vraiment être productif, mais au sens développement du soi et développement des relations vraiment profondes qu'on a avec le monde, qu'elles soient amicales, qu'elles soient avec la nature, qu'elles soient avec, je sais pas, une forme de spiritualité à laquelle on est attaché, et trouver une forme de productivité liée en fait au bien-être, plutôt que de courir après des standards qui sont toujours inatteignables, constamment revus à la hausse, et qui ne bénéficient qu'à un certain pourcentage de la population, à savoir les plus riches, 1%. Voilà. Ouais. La prochaine fois, on va se retrouver pour parler d'une 3e comédie romantique. Le dernier épisode. Ce sera la fin de notre cycle, effectivement. Comédie romantique étant Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Donc on va aller au Québec et on va beaucoup s'amuser. J'ai trop hâte. On a trop hâte. C'est trop bien. Bisous. Bisous.